Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. J'ai voulu consacrer ce 5e épisode de Yalla à Brahim Cheikh Lhlou, le fondateur de la Cantine Family, qui a selon moi très fortement influencé le monde de la restauration. Les Casablancais connaissent forcément son concept. Pour les autres, la cantine, qui était à sa création en 2015 un restaurant physique, est aujourd'hui l'une des plus grosses dark kitchen à Casa, ou tout du moins l'une des plus complètes. Brahim nous propose en effet des mets délicieux issus des 4 coins du monde. Vos palais vogueront ainsi des US à la Chine, en passant par le Vietnam, mais aussi la France. Passion, générosité et audace, telles sont les clés du succès de Brahim. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira et vous inspirera. Yalla, place à l'épisode. Salut Brahim. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Ouais, super. Bien, écoute, bien. je te remercie d'avoir accepté mon invitation à venir sur mon émission. C'est gentil. Je te remercie aussi. Alors, on va commencer par une petite présentation. Je m'appelle Brahim Cheikh Lhlou. Je suis, j'ai 31 ans, 32 ans. Ça passe vite. Ça passe vite, c'est dingue. On n'a pas envie de vieillir. Écoute, j'ai 32 ans. J'ai 33 ans en vérité. 33 ans cette année. En avril, c'est dingue. Écoute, j'ai 33 ans en avril. C'est marrant pour un début. Donc, j'ai 33 ans en avril. Écoute, je suis papa de 2 petites filles, Ambre et Jade, marié depuis 6 ans, mais je suis en couple depuis bientôt 12 ans, avec Lucille, ma femme, mon amour. Alors, quoi d'autre? Écoute, je suis directeur général d'une structure que j'ai montée il y a 7 ans. La Cantine Family. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un autre modèle. On a commencé par un modèle de restauration simple. Et aujourd'hui, on a changé de modèle avec le Covid. On s'est concentré sur la livraison uniquement. Une espèce de dark kitchen avec 6 concepts aujourd'hui. Bon, super. Alors, avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui, donc avant d'être papa de 2 petites filles mariées, fondateur de la cantine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu notre enfance, ton enfance plutôt, ouais. Mon enfance. Ton enfance, ouais. Comment était le petit Brahim? Quel caractère il avait? Ça va nous permettre de comprendre un peu le personnage d'aujourd'hui. Bien sûr. Écoute, moi je suis jumeau de Hnia. On est 4. Ouais. Ali le petit, Ismaël le grand, Brahim Hnia les cadets. Le petit Brahim était dans la famille, c'est vrai que je suis considéré comme un petit peu le préféré, le chouchou. Depuis toujours, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est un fait. C'est vrai que j'ai été un petit peu et le vilain petit canard et le chouchou en même temps. Studieux, pas forcément studieux. Maintenant, voilà, un enfant qui aimait beaucoup la vie, qui aimait beaucoup le sport, le tennis notamment, le foot. Écoute, j'avais une sœur, ma sœur Nia aussi était un peu plus studieuse que moi, donc ça me faisait chier un petit peu. Ouais. Donc avec les parents, les bulletins, les mêmes moments, on était dans la même classe, comparer. Donc ça, c'était un petit peu lourd au quotidien, quoi. Mais sinon, une enfance heureuse, alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah, une enfance heureuse. On manquait pas de grand-chose grâce aux parents, alhamdoulilah, je les remercie. Voilà, et on essaie de continuer cette chose-là. Après, écoute, parcours classique. J'ai fait le Massignon, là, Alphonse Daudet. J'ai commencé par Nice, puis Massignon, puis Renan, puis Lyoté, et puis voilà, un parcours plutôt classique. Ouais. Ensuite, tu veux qu'on passe plus loin? Ensuite, écoute, oui, vas-y, tu peux nous parler de ce que tu as fait après, ouais, pas de souci. Écoute, après, je suis allé à Paris. Ouais. J'ai fait l'IEG, l'Institut Supérieur de Gestion, c'est dans le 16e. J'ai fait 3 ans de tronc commun. Okay. Après, je me suis spécialisé en entrepreneuriat. D'accord. Donc, c'était vraiment une volonté de ta part depuis toujours de. Écoute, moi, j'ai toujours j'ai ce souvenir-là. Enfin, tout petit, je rentrais dans l'usine. Mon papa était dans le textile. D'accord. Il y avait plus de 500 employés. Et puis, tu rentrais, il était en blouse blanche. Okay. Tu le voyais un petit peu traîner à droite, à gauche, à l'usine. Et ça me plaisait. Ça me plaisait le fait d'être patron, quoi.
C'est vrai, ça m'a toujours plu. Ça m'a toujours plu. Et finalement, en fait, tu as évolué dans une famille d'entrepreneurs parce que ta Oui. sœur aussi a sa propre agence. Oui. Donc j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose dans la famille. On a ça dans le sang. Sincèrement, on a ça dans le sang. Ouais. Gérer plutôt qu'être géré, Ouais. je crois qu'on m'a inculqué ça. Maintenant, il faut y arriver, c'est pas facile, mais on a ça dans le sang. Donc tu commences avec, tu commences avec un petit plus. Ouais. Il faut y croire. Il faut y croire. Donc après l'IEG, 5 ans, j'ai pas mal bougé, pour être franc. T'as travaillé un petit peu ? Non. Ou non, pas du tout ? Jamais. Okay. Jamais pendant les 5 ans. J'ai plus voyagé et profité. Okay. J'ai étudié, quoi. Ouais. Et les 2 dernières années, c'était vraiment plus des voyages. J'ai fait l'Amérique latine, de long en large et en travers. J'ai fait Dubaï aussi pendant 1 an, la dernière année. Ouais. Toujours dans le cadre de le stage, entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas ça, c'était plus m'amuser. Ouais. M'amuser m'importait beaucoup plus. Et apprendre, côtoyer les amis. On se fait beaucoup d'amis dans l'école de commerce, on les invite au Maroc, ils nous invitent chez eux, on va à la chasse, on fait pas mal de choses qui aujourd'hui nous servent. Ouais, tu on a des amis d'enfance aussi. qui, c'est des vrais amis qu'on a aujourd'hui. C'est avec eux qu'on a passé les 20-25, 20-28. Voilà. Et donc à la sortie de ton école, tu as créé directement la cantine ? Non, à la sortie de l'école, écoute, je suis rentré comme pas mal de monde. Mais sincèrement, je suis rentré, moi, justement, contrairement à tout le monde, je suis rentré parmi les premiers. Je me rappelle, j'avais eu mon diplôme un lundi, mardi, j'étais à casa. Ouais, d'accord, ok. Moi, Paris en soi, ça n'a pas été la joie, quoi. D'accord. Bien, je dis pas, c'était bien, mais j'ai pas trop aimé, moi, le Paris. Ça n'a pas été mon coup de foudre. Ok. Donc, après, si tu es parti en Amérique latine, à Dubaï, je pense que ça n'a rien à voir. Puis moi, je suis très... Moi, j'aime bien les pays en voie de développement. Je te jure. J'aime bien les pays en voie de développement. J'aime bien quand ça sent ça bouge. Quand tu vois la pauvreté, tu vois aussi un monde plus sympa. Et j'aime bien ça. J'aime bien ce monde. Je suis plus à l'aise dans ce genre de monde. Okay. Et le Maroc, moi, m'a toujours appelé. Donc, il était hors de question de rester l'APS, le truc, carte séjour, travailler, CDI. Non. Moi, je suis rentré. Peu importe, tout le monde disait oui, il faut avoir une expérience. L'expérience, ou là, il faut avoir la nationalité. Il y en a plein qui disent ça aussi. C'est vrai. Non, moi non. Moi, je voulais rentrer et peu importe. Et je suis rentré. Maintenant, j'étais en couple avec Lucille. D'accord. Qui est restée en France. J'étais fou amoureux d'elle. Je le suis toujours. Mais c'est vrai qu'on a eu un petit moment difficile. Très difficile même, parce qu'il fallait qu'on se quitte, quoi. Il fallait qu'on se quitte parce que c'était clair, quoi. Je rentre au Maroc, elle reste en France. Puis voilà, elle est française, moi je suis marocain, moi je suis issu d'une famille où c'est un peu compliqué de se marier avec une française. Elle aussi, c'est pas une française qui du genre de venir au Maroc, non, tu vois, elle aussi, elle est catho, avec donc c'était pas naturel pour elle de te suivre. On a des valeurs très fortes. Mais vous aviez tous les deux, exactement, vous avez tous les deux vos convictions, parce qu'elle a ses convictions, elle est restée à Paris, et puis toi, tu voulais absolument rentrer et t'es parti. Mais je voulais absolument qu'elle rentre aussi. Ouais, j'imagine. Je voulais qu'elle me rejoigne, et ça n'a pas été simple. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple des deux côtés, les parents, nous, moi, elle, à distance. Bref. Mais voilà, tu sais, moi je dis, soit t'es le boucher, soit t'es la vache. Et je déteste être la vache, je préfère égorger. Enfin, ça fait un peu trash de le dire comme ça, mais je préfère être égorgé que d'être égorgé, tu vois. Et dans ce cas-là, dans cet exemple-là, vraiment, on se sentait égorgé. Quand on quitte la femme de notre vie et qu'on se dit non, c'est pas possible, ben non, c'est vraiment ça, c'est la mort. On sent vraiment un être qui part et on n'a pas envie de ça. Donc non. Donc on dit non, mais on dit non. Et donc finalement elle est rentrée. Ok. Elle est rentrée par amour et par envie aussi, tu vois. Par envie, on était fous amoureux, on l'est toujours. Donc tant mieux, aujourd'hui on a 2 petits-enfants, ça se passe très bien. On est très contents. Super. Et du coup, tu avais créé la cantine avant qu'elle rentre ? Non, je suis rentré. Écoute, comme pas mal de monde, quand on rentre, on ne sait pas trop quoi faire. On est diplômé de l'IEG, d'une école de commerce plutôt classique. C'est pas les grandes écoles non plus. On n'est pas poursuivi par des chasseurs de tête non plus. Mais on a un bon diplôme. On est plutôt moyen partout. On sait de quoi ça parle. On a des notions dans pas mal de choses. Maintenant, on fait quoi ? Écoute,
Moi, j'ai demandé autour de moi, qu'est-ce que je fais. Écoute, moi, je savais que je voulais entreprendre. Ouais. Maintenant, rentrer comme ça au Maroc et Entreprendre tout de entreprendre tout de suite, pour moi, c'est casse-gueule, tu vois. Et il fallait de l'expérience. Une petite expérience, c'est ce que je voulais. Marocaine. Ok. Ouais, marocaine. Je voulais rentrer dans une boîte où j'allais être confronté à des Marocains. Okay. Toujours entouré de baliotés, de gens qui... Voilà. Oui, qui sont comme toi, en fait. On est marocains aussi, mais je voulais le vrai Marocain. Le vrai Marocain. Celui qui a fait l'UNCG, celui qui a fait HEM, celui qui a fait... y a pas mal de petites écoles comme ça. Quoi. Enfin, pas de petites écoles, mais écoles marocaines. C'est l'équivalent de l'IEG à Paris. Ouais. Et on m'a conseillé de faire de l'audit. D'accord. Écoute, l'audit. Tu passes l'entrepreneuriat à l'audit. Écoute, j'avais des notions en compta, en finance, je savais ce que c'était un petit peu. Et tu t'es dit, ok, allez. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Écoute, on m'a parachuté. Ok. On m'a parachuté. Je lui dis avec toute franchise. Hein. Ouais. On m'a dit, écoute, va là-bas, c'est bien. Ouais. J'ai dit, bon, écoute, viens, on va là-bas. Okay. Et c'était chez Fidaroc. Okay. Grande Thornton. Très belle expérience. Très sympa. Franchement, t'es resté combien de temps ? Je suis resté... Bon, je me suis dit au bout d'un an, allez, je me barre. Okay. Mais j'ai continué quand même une petite année et demie. J'ai rajouté 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, c'est là où j'ai monté le business plan. D'accord, ok. C'est vrai que pendant un an, j'ai bossé. J'étais auditeur débutant. Je suis passé auditeur confirmé au bout d'un an. On m'a rajouté 300 dirhams. J'étais tout content de voir les 300 dirhams. Écoute, j'ai commencé à 8005. Ok. Ouais, 8005. Ouais. Non, 9005. 9005, on m'a rajouté 300 dirhams, donc je suis arrivé à 9008. Bah écoute, c'est pour un début, c'est bien. Tu rentres de 9005, bon, tu habites chez tes parents. Ça te fait c'est ton argent de poche. C'est ton argent de poche. J'avais ma petite vie, tu vois. Surtout que j'étais seul. Mes frères et sœurs étaient toujours en France. J'avais pas mal d'amis qui étaient toujours en France. Moi, j'étais ici. Donc, c'était un nouveau Brahim, tu vois. Un Brahim au Maroc, une nouvelle tête. Voilà, son petit quotidien. Je me réveillais le matin, je mettais mon petit costard cravate. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de te retrouver seul ici, sans forcément ton entourage ? Écoute-moi, je me suis beaucoup rapproché de mes parents. D'accord. Parce que oui, je me suis beaucoup rapproché de mes parents. J'habitais chez eux. Du coup, la famille, la petite famille, tu vois, les parents, quoi d'autre ? Les amis. J'ai retrouvé des amis que j'avais perdus parce que je suis allé en France, ils sont restés ici. Beaucoup même. Et puis je me suis fait de nouveaux amis avec le taf. Mais il faut dire qu'en audit on bosse beaucoup. Donc je bossais vraiment beaucoup. Samedi, dimanche, les inventaires. D'accord, ok. Toute la semaine. On bossait. C'était 8h, 19h. Donc j'avais pas forcément le temps pour moi en vérité, mais j'apprenais. Au fait, j'apprenais. Je me cherchais pas à comprendre ni à savoir ce que j'étais en train de faire. J'essayais d'apprendre, de côtoyer des gens. On m'emmenait à Tanger pendant 2 mois pour un inventaire immobilisation. On me logeait dans un Ibis. J'étais avec un gars qui a fait une petite école au Maroc, qui était très content avec ses 9500 dirhams. On était 2 mondes. Mais je me suis faufilé dans cette masse-là. J'ai fait ma petite place. Je crois que j'ai été pas mal apprécié là-bas, sincèrement. Donc, tant mieux. J'ai laissé une petite place sympa. Après, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Mais c'était bien. C'était très bien. Ok. Et vas-y. Donc, écoute... Donc, au bout d'un an, je me dis, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Maintenant, il faut prendre les choses en main. Forcément, tu rentres, on te dit, va là-bas, tu vas là-bas. Maintenant, à toi de prendre les choses en main. Donc, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu aimes faire ? Moi, j'ai toujours eu un faible pour la cuisine. D'ailleurs, moi, Lulu, ma femme, le premier soir, on s'est vu, j'ai invité à la maison, je lui ai cuisiné un plat picard. Cuisiner un plat picard. Recuisiner. Je lui ai fait croire que c'était bien moi. Mais écoute, manier la casserole, la spatule en bois, ça, j'ai toujours aimé faire ça. Je sais pas, des omelettes, des pâtes. Donc toi, en fait, pour toi, c'était naturel de te lancer dans la restauration. Écoute, on avait un cuisinier à la maison, on l'a toujours, Mohamed, que j'aime beaucoup d'ailleurs, s'il m'écoute, je l'embrasse. Écoute, Mohamed, c'était le cuisinier de la maison. Et moi, les dimanches, quand j'étais gosse, au lieu de faire mes devoirs, j'étais avec lui en cuisine. Je voyais ce qu'il fait, le tagine, et ça me plaisait, tu vois. Donc moi, la cuisine, c'est quelque chose... Et maman aussi. Maman m'a beaucoup inspiré dans ce que j'aime faire maintenant, aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Écoute, la restauration. Mais alors, du coup, comment ça s'est passé exactement, ce process-là ? Tu t'es posé ? Ouais, vas-y. Je me suis posé.
Tu sais, en audit, tu as des mois où tu n'es pas staffé. Et vraiment, tu n'es pas staffé. Donc tu fais rien. Donc tu fais rien, tout le monde sait que tu fais rien. Tu es sur YouTube, sur Facebook, personne ne te dit rien. Donc tu te dis, bon, je fais rien, autant monter quelque chose. Ouais. Alors moi, j'ai toujours aimé un resto à Paris qui s'appelle Coréana. C'est un coréen. C'est une espèce de table pour 4 personnes. Au milieu, il y a une petite plaque. Barbecue. Voilà, barbecue, une petite plaque en inox. Et on te ramène viande, volaille, poisson cru, des petites sauces, des condiments. Et tu te fais ton petit plat toi-même. Ouais. Il n'y avait pas ça au Maroc. Je me disais, allez, on va faire un coréen au Maroc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un coréen au Maroc ? Écoute, il faut monter un business plan. Je monte un petit business plan, le panier moyen, combien de personnes par jour, comment, tu es ouvert combien de fois par an. Et je monte mon petit truc, l'investissement, les quartiers où j'ai envie d'ouvrir, le loyer là-bas. Et je vais chez un ami de l'époque qui était dans la restauration et je lui pose quelques petites questions. Ouais. Et il m'oriente. Il me dit oui, non, oui, ça c'est trop, ça c'est pas assez. Donc je peaufine un peu le business plan. Et arrive le jour où je décide d'ouvrir. Pourquoi la cantine ? Écoute, aussi à Dubaï, il y avait un restaurant qui s'appelait Saladishous. D'accord. Alors pourquoi pas le coréen ? Parce que c'était compliqué. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que commencer par un coréen, c'est compliqué. Il faut commencer par quelque chose d'un peu plus simple. Ouais. Donc le deuxième... Est-ce que tu peux du coup juste nous dire ce que c'était au départ la cantine comme type de cuisine ? Parce que du coup, si tu n'as pas fait coréen, tu t'es focalisé sur quoi ? Bah écoute, je te disais, j'avais un restaurant que j'adorais à Dubaï qui s'appelait Saladishous. Ok. Saladishous, c'est un bar à salade et sandwicherie. Ouais. Ok. Ouais. Toute simple. C'était très bon. Je me faisais livrer tout le temps. Très bon. J'aimais beaucoup. Tu mangeais sur le pouce. C'est rapide, c'est frais, c'est bon. Et j'ai calqué un peu le concept, franchement. Je me suis dit, bon, lance-toi dans ça. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des bars à salade à Casa ? Non. Est-ce qu'il y a des petits concepts comme ça frais ? Il n'y avait pas de fraîcheur, tu vois. Donc ça, c'était en quelle année ? 2015. 2015, ok. 2015. Ok. De la fraîcheur, rapide, sympa. Ça, c'était pas là encore. Et puis l'ambiance, tu sais, le cadre où tu rentres. Tu sais, en 2015, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose. Mais vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques petits restaurants de l'époque, Toscana et compagnie, mais le boom, c'était 2016, 2017, 2018. Mais en 2015... Donc, tu étais vraiment au début de la vague, quoi. Ah oui, à tout début de la vague. Petit restaurant, il y avait McDo. Donc, je monte la cantine. Je monte la cantine. Comment je monte la cantine ? Écoute, mon papa, j'ai la chance d'avoir un papa qui m'a dit, tiens, Brahim, voici un capital pour commencer. C'est la vérité, on ne peut pas commencer sans rien. Je ne suis pas allé voir la banque. Il m'a dit, écoute, j'ai donné tant à ton frère, tu auras tant, mais vous avez une cartouche. Et pas deux. Ne vous loupez pas. Et si vous vous loupez, écoute, tant pis pour toi. Donc, c'est fair play. Et puis, tu le prends et tu te dis, écoute, c'est une cartouche. Je ne vais pas me foirer. Et tu commences, tu trouves un local, tu signes le local, tu vas acheter des Ton premier local, c'était où ? C'était celui de Boulevard d'Enfants ou non, c'était un autre ? C'était... au fait, je m'étais associé avec un gars sur un petit local. Ok. Ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois. C'était rapide. Petite expérience. Petite expérience rapide, mais c'était un tremplin, tant mieux. Donc, après ces 6 mois, j'ouvre la cantine. La cantine, Ma'arif, rue de Normandie, celle qui est à côté de Luigi. Ok. Donc, c'était pas mal quand même. C'était 70-80 places assises. Ok. Midi, soir, nouveau monde. Écoute, l'équipe, c'est très important. L'équipe, tu sais, on va parler pendant longtemps et on va se rendre compte que moi, l'équipe, c'est tout. L'équipe, c'est tout. Donc, comment la réussite, oui, bien sûr, c'est l'envie, l'ambition, l'axe à choper, mais l'équipe. Si les gens ne te suivent pas... Si tu n'as pas l'équipe, tu n'as rien. Si tu n'as pas l'équipe pour te suivre, pour faire ce qu'il y a à faire, parce que tu ne peux pas tout faire. C'est pas toi qui vas laver la salade, c'est pas toi qui vas couper la tomate, c'est pas toi. Tu vas leur montrer comment. Tu dois suivre après. Ton rôle, c'est de suivre. C'est de dire, voilà ce qu'il faut faire, et après, il faut contrôler. Il faut contrôler. Donc, voilà. Et alors, du coup, en parlant de ton équipe, tu n'avais jamais géré de personnes avant ?
Comment a été cette expérience-là à tes débuts? Comment est-ce que ça a été? Est-ce que tu as éprouvé des difficultés? Non. Comment ça s'est passé? Alors, on est en 2022. Ouais. 2015, ça fait 7 ans. Ouais. Écoute, en 7 ans, j'ai eu pas mal de claques, pas mal de déceptions. Mais c'est des remises à niveau. C'est tout le temps des remises à niveau. Tu vois, il ne faut jamais considérer une claque ou là, un échec comme quelque chose de négatif. Qui va t'arrêter. Qui va m'arrêter Blacks. Non, au contraire, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que tu sais que c'est pas bon. Ou là, tu sais qu'il ne fallait pas choisir cette personne. Ou là, il faut la changer. Ou là. Donc des remises à niveau. Écoute, aujourd'hui, on est 68. 68 personnes. Sur ces 68 personnes, il y en a 29 qui sont là depuis 7 ans. D'accord. Okay. 29. Donc quand même des personnes qui sont super fidèles. D'où la cantine family. Alors c'est quoi ton secret? D'où la cantine family. Ouais. Mais vraiment, le nom de la cantine family n'est pas anodin. On est vraiment une famille et on le sent. Il y a des gens qui sont mariés à la cantine, il y a des gens qui ont des enfants à la cantine, il y a des gens qui ont commencé à 2000 dirhams, qui sont à 12 000 dirhams. Il y a des gens qui... Voilà, la cantine, c'est une vraie famille. Et moi, j'ai toujours considéré mes collaborateurs comme ma famille. D'accord. Maintenant, il faut garder le rôle du patron. Je leur ai toujours dit, Brahim li kihadar maak. En fait, il y a deux Brahim. Il y a Brahim, le Brahim humain, fraternel, celui qui lui veut du bien, parce qu'il voit qu'il... il vient de se marier, il a besoin de conseils, il a besoin d'un crédit. Ça, c'est Brahim. Et il y a le patron. Le patron, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre cadre, c'est un autre ton, c'est un autre terme de voix, c'est un autre regard. Et voilà. Donc, il y a deux. Il y a deux façons de faire. Donc, tu as un peu le côté humain et puis le côté où tu gères... Forcément, si tu ne l'as pas, ça ne fonctionne pas. T'es cuit. Ils ne te suivront pas si tu n'as pas un côté humain. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a l'argent, le salaire, mais il y a aussi Raha. Rahat al-Bal, il y a des gens aussi qui aiment, qui resteront chez toi parce qu'ils sont tranquilles, ils sont bien chez toi. Ils sont bien. Et peu importe le salaire. Il y en a d'autres qui veulent que le salaire, mais ceux-là, je ne les veux pas, moi. Je ne les veux pas. Et j'imagine qu'ils ne restent pas de toute façon. Parce que les barils, ils خدم باش يتخلص وصافي, ça ne m'intéresse pas. Mais les barils, يخدم باش يتعلم ويزيد لقدام voilà, il a l'ambition. Parce que moi je ne grossirai que s'ils grossissent. Et je ne grimperai les échelons que s'ils grimpent les échelons. Donc moi, le système marocain que j'ai trouvé, par exemple, chez Fidarok, je ne te transmets pas, je ne te donne pas, je ne t'apprends pas. Ça, moi, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Je me dis, mais t'es con. Parce que si tu veux prendre la place de l'autre, mais il faut qu'il prenne ta place. Donc il faut que tu lui apprennes, il faut que tu lui donnes, il faut que tu te transmettes. Et ça c'est la famille, tu vois. Ça, c'est la cantine. Ok. Alors, je voudrais te parler maintenant de l'épisode du Covid. Pendant le Covid, tu as dû fermer tous tes restaurants. Comment est-ce que tu l'as vécu? Tu étais dans quel mindset à ce moment-là et comment tu as fait pour rebondir aussi rapidement? D'accord. Écoute, alors je vais te donner le contexte. Et après, on arrive au Covid. Ouais, vas-y. Donc, voilà, la cantine, 2015, j'ouvre la cantine enfin, alhamdoulilah, ça bosse bien, on se développe, on est un peu victime de notre succès au début parce que les 4-5 premiers mois, on était full à midi, full le soir. J'apprenais, moi, tu vois, l'équipe aussi, il fallait rajouter du monde, il fallait pas qu'on sente que on était débutants, tu vois. Et on l'a plutôt bien fait, alhamdoulilah, tu vois. Donc, la renommée de la cantine, en 6 mois, elle a été faite. Petite question, tu servais combien de couverts tous les jours? Écoute, j'avais 70-80 places assises. Je faisais 2-3 services à midi. D'accord. Donc, service de midi, 11h30, les gens rentraient. À 12h30, 13h, les gens bougeaient. La deuxième table arrive, deuxième service. Et j'avais le service de 14h30, 15h, les nanas qui venaient après le boulot, ou là, qui n'avaient pas d'horaire forcément. Il y avait de ceux qui quittaient à 14h, 14h30 parce qu'ils devaient aller au boulot. Il y en a qui sortaient peut-être du boulot à 14h30, 15h parce que c'est peut-être des entrepreneurs qui arrivaient pour 14h30, 15h. Donc voilà, je faisais peut-être 2-3 services par midi, le midi. Le soir, c'était un concept de midi, la cantine. Parce que tu as beaucoup d'entreprises, je pense aussi, qui étaient dans ce coin-là. Un vrai concept de midi, très peu le soir. Parce que j'avais pas d'alcool, des salades, des petits sandwichs, des petits plats aussi. Donc on c'est moins taille, intéressant. Mais tu sais, l'image que tu as la première fois et la première image que tu as d'une boîte, d'un resto ou d'une boîte, tu le gardes la même.
Quand on pense la cantine, on pense salade. Et quand on pense salade, on pense midi. Ouais, Quand c'est midi, c'est pas soir. tout à fait. Donc la cantine Enfa, puis il y a eu la cantine Sidi Marouf. Ouais. Pareil, cantine à côté de la colline de Sidi Marouf, DHL et compagnie aussi. On travaillait très bien à midi. Pas du tout le soir, pas du tout le week-end, mais c'était dans le business plan. On savait très bien qu'on allait bosser avec les entreprises full midi et pas du tout le soir et pas du tout le week-end. Bon, on essayait de choper des petites boîtes les samedis, séminaires, on louait la salle, mais c'était principalement le midi. Là, c'était 140 couverts. Ok, quand même. Donc, ça commençait à être physique, tu vois, pour moi, de faire... Je suis seul. Je suis seul, j'ai pas d'associé. Je suis seul, tu vois, et j'aimais bien être seul. Tu sais, on est mieux servi que par soi-même. Mon père me dit, mais c'est pareil. Ouais. Et je trouve cette expression pas mal. Tu sais, tu dis à ta soeur ou à ta femme, elle n'y arrive jamais, tu sais. Et ben, il n'y a que ton oncle qui peut bref. Ouais. Donc, en face, Sidi Marouf, ça commence à être un petit peu physique, mais tranquille, cool, super. Une bonne équipe qui je leur disais, أنا راجل américain. أنا في الباطو أنا راجل américain. اللي بغى يتبعني مرحبا. اللي ما بغاش يتبعني مرحبا. Mais moi j'y vais. Okay. Moi j'y vais. Donc suivez-moi. Si vous voulez me suivre, avec plaisir. Mais si vous voulez pas me suivre, ou là, tu rentres juste pour rigoler. Non, mec, nous on n'a pas le temps, on y va. Donc si tu veux me suivre, suis-moi. Tu veux pas me suivre, bah quitte, y a pas de souci. Mais quitte. Sinon je te quitte. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Donc on y va. On trace. Et on est peut-être 8-9 gars, moi et 8-9 personnes en qui j'ai confiance. Voilà, des bras droits un peu. Bon, des gérants, des sous-gérants, des chefs de cuisine. Après, tu as... Voilà, c'est des gens qui touchent 8 000, 7 000, 6 000, 10 000. Après, tu as le reste de 3 000, 3 500. Il y en a beaucoup. Ouais. Sur les 66, il y en a beaucoup à 3 000, 3 500. Peut-être un peu moins aujourd'hui parce que Kbrou Maaya, tu vois. Voilà, la cantine Sidi Marouf, puis la cantine Socrate, les princesses. Donc voilà, l'ambition, c'était quoi? C'est d'ouvrir plein de petites cantines, plein de quartiers différents. J'étais dans ma lancée. On me disait, Brahim, freine un peu, attention. C'est un peu beaucoup, c'est un peu trop rapide. Tu vas prendre cher. Ouais. Non, c'est bien, j'y vais. On ouvre Ziraoui. Ouais. Et là, donc finalement, tu avais combien de points dans les 4 okay. Ouais. Et là, on ouvre Ziraoui. Et là, je me rends compte que, bon, je pense qu'à 2, c'était bien. Enfa, Nord, Sidi Marouf, Sud, Baraka. Franchement, il y a une cannibalisation du client aussi. Okay. C'est pas plus tu ouvres de points de vente. Plus tu recrutes, en fait. Non, c'est plus que les personnes plus ton chiffre d'affaires augmente. Pas forcément. Ouais. Tu en ouvres 4, tu n'as pas 4 fois le chiffre d'affaires que tu faisais au début. Okay. Ça marche pas comme ça. Et par contre, les charges, oui. Tu as 4 fois plus de charges. Et 4 fois plus de chiffres, non. Okay. Et la gestion aussi. C'est pas de la restauration, c'est de la gestion. Alors, plein de gens vont te dire, je fais X millions de chiffre d'affaires. Ouais, mais combien tu as dans ta poche? Combien ça reste? C'est quoi ton résultat? Le chiffre d'affaires, c'est une chose. Et le résultat est autre chose. Surtout dans ce domaine. Parce que tu peux faire 10, 15, 20 millions de dirhams et tu laisses rien dans ta poche. Parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème de food cost, il y a des charges trop élevées. C'est ça. Il y a ton sandwich qui est censé te coûter 13 dirhams parce que tu as fait une fiche technique, tu sais que le jambon, plus la roquette, plus Hada, c'est 13 dirhams. Bah écoute, toi, il sort à 26. Parce que la personne qui l'a fait n'est pas compétente, parce qu'il n'y a personne qui le suit, parce que et c'est simple, parmesan 30 grammes, il peut mettre 60, c'est 2 fois plus, et 30 grammes, c'est rien pour toi. Mais par contre, toi, tu le sens. C'est 6 dirhams. Et c'est rapide, c'est très, très, très rapide. Il y a les pertes, il y a le vol. J'ai jamais été confronté au vol. J'ai eu un petit incident un jour, ça m'a coûté 120 000 dirhams. Okay. C'est un incident, comme d'autres. Je me suis rendu compte que, écoute, tu sais, à un moment, on était 93. On était 93. Tout ce monde-là. Donc voilà, le vol, c'est facile, tu sais. Et tu peux pas te couper en 4. J'essaie de faire le service de midi à enfants. Mais t'as jamais pensé à t'associer avec quelqu'un? Non, tu t'es dit, t'es venu tout seul. La première expérience que je te disais, ça s'est mal passé. C'est mal passé, ça s'est pas très bien passé, quoi. C'est l'association, tu sais, c'est très facile de s'associer et très compliqué de se séparer, mais très très compliqué. Donc je me suis dit pourquoi? C'est à rien, c'est à rien de s'associer.
Ouais, si tu es seul, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas tout droit, tu vas derrière, tu freines. Si tu es le seul décideur. Et puis tu as l'équipe. Pourquoi tu veux t'associer avec quelqu'un si tu peux faire de ton équipe des gens qui vont te donner 10 fois plus qu'un associé, Ouais, si tu peux 20 leur fois faire plus. confiance aussi, ouais, c'est Et tu clair. peux avoir fait- Voilà. Mm. Il faut bien payer au Maroc. Il Mm. n'y a pas de secret. Mm. Il faut bien payer, il faut être humain. Bien payé, humain. Si tu donnes à quelqu'un un salaire qu'il n'aura jamais ailleurs, et tu as le côté humain, Ouais. mais crois-moi que Il va se donner à fond. il va tout donner, Mm. tout donner. Les gens, ils bossent pas chez moi, ils sont chez eux. C'est ce qu'ils disent. Mm. Ils disent "Ahna ma كنخدموش معاك, احنا راه ديالنا هادشي." Mm. Et tant mieux. Ouais. C'est ce que je recherchais Ouais, c'est depuis que tu as toujours. l'engagement en fait, de tes équipes et tu sais qu'ils te lâcheront pas. Quoi. Voilà. Mm. Et mais par contre, il faut payer des cacahuètes. Après, tu te dis pourquoi je travaille avec des singes. Ça, c'est évident. Tu payes bien. S'il mérite 10 000, tu lui donnes 10 000. S'il mérite 15 000, tu lui donnes 15 000. Ou blash, c'est que je dis 10 000 ou 5 000 prime ou là, là, 15 000. Comme ça, il les voit directement. Et donne-lui 15 000 et tu vas voir. Tu vas voir. Et puis voilà. Et ces 15 000, peut-être c'est moins dans ta poche, mais tu vas voir long terme. Ouais, il faut penser long terme. Il faut penser long terme. Il ne faut pas être petit. Il ne faut pas être petit. Tu sais, l'objectif, l'argent, au début, bah, ça fait 7 ans que je suis dans ce domaine. Pendant les 5 premières années de l'entrepreneuriat, si l'argent est ton objectif, t'es cuit. Si l'argent est ton objectif, t'es mort. Ça ne doit pas être ton objectif. Ouais. L'objectif premier, c'est ta boîte. C'est le nom de ta boîte. C'est ton image. C'est qu'est-ce que tu veux en faire. Tu veux faire quoi de cette boîte? Tu veux qu'elle te fasse gagner de l'argent? Très bien. Pas maintenant. Tu dois la faire vivre. C'est comme un bébé. Tu vas donner un bébé à une nounou que tu ne connais pas. C'est pas possible. Tu vas la prendre toi, tu vas la chuchoter, tu vas choyer, tu vas pas la laisser tomber, tu ne peux pas, tu vas l'habiller bien, tu vas lui brosser les dents le matin. Ouais, t'en prendras bien soin. Quoi. Mais à un point inimaginable. Le client, quand il va venir chez toi les 2 premiers mois, il va te dire je veux un filet de bœuf à point. Et il va arriver bien cuit. Il faut lui changer son filet de bœuf. Il faut lui changer son filet de bœuf. Il faut pas tarder. Ça doit prendre 30 secondes, 10 secondes. Très bien, monsieur, je vous le change. D'autres restaurants, non, كيفاش علاش اجي كيفاش خديتي لي bien cuit, non, mec, d'accord, bien cuit, c'est à point, c'est à point. Had le filet de bœuf bien cuit, je n'aurai pas de derbe, مشى. هذا هو le food cost. Donc voilà, tu as compris. Et des choses comme ça, il y en a des tonnes. Donc ce filet là, je vais pas le revendre, il est à la poubelle. Il est à la poubelle. Et ben moi c'est donc dans la fiche technique, moi celui-là il m'a coûté 2 fois. Donc moi le gain de had le filet, déjà c'est perdu. Ben, pendant 5 ans tu apprends et tu fais plein d'erreurs. Et ces erreurs te coûtent de l'argent. Donc, si tu veux... Donc, il te coûte de l'argent. Donc, au final, tu te dis, bon, ben, j'ai fait tant de chiffres. C'est censé m'apporter ça. Ouais, mais avec tes erreurs, tout ça, tu ne l'as plus. Donc, ne va pas chercher à ramener de l'argent. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pomper la boîte. Tu ne peux pas pomper la boîte parce qu'elle ne gagne pas encore d'argent. Oui, sur le papier, elle gagne de l'argent. Mais en vérité, elle ne gagne pas. Théoriquement, elle doit gagner de l'argent, mais elle n'en gagne pas. Il y a plein de pertes, il y a plein de problèmes, il y a de la gestion à faire. Donc revenons à... Donc toi, tu étais un peu dans cette situation-là avant le Covid. Celui qui te dira qu'il n'est pas passé par cette situation, il t'a menti, tu vois. Tu dois passer par ces situations et tu es obligé de passer par cette situation. Et cette situation et tant d'autres. Problèmes de personnel, problèmes de RH, problèmes de structure. Tu sais, on commence tous à échouer. On commence tous à échouer, mais c'est normal. Tu commences, tu apprends, on t'apprend à l'école, facture, bon de livraison, réceptionner, cacheter, ouais, ok, d'accord. Mais c'est pas des trucs... voilà, t'apprends sur le tas, en fait. T'apprends sur le tas. Tu te dis, bon, bah, comment ça marche? Ok, bah, je veux du parmesan. Qui vend du parmesan? Bah, lui, toi, tu le vends à combien? 150. Et toi, tu vends à 120. Ah, moi, c'est sans facture. Et toi, tu te dis, ah, bah, j'achète facture ou sans facture? Bah, je vais acheter sans facture. Pourquoi je vais acheter facture? Donc, tu commences comme ça. Petit à petit, tu te rends compte que acheter sans facture, mais c'est catastrophique. Mais c'est nul. C'est nul parce que tu n'auras pas de suivi, tu ne peux pas avoir de facture, tu ne peux pas faire ton contrôle il y a 1 an. Donc tu te rends compte qu'au fait, c'est pas la bonne méthode. Non, il faut tout acheter à facture. Il faut tout déclarer. Très bien. Comme ça, tu veux revenir en 2016, bah, tu vas revenir en 2016. Donc ça, c'est des choses que tu apprends un peu au fur et à mesure. Voilà, et tu fais des contrôles. C'est comme ça comment tu peux contrôler, savoir où tu en es. Un tableau de bord, des chiffres, de la data. Si tu n'as pas de data, tu ne peux pas avancer. Et quand tu travailles à choisir, tu n'as pas de data. Donc, bref. Donc, 4e, arrive le Covid. Non, le Covid n'arrive pas maintenant. Le 4e, après, écoute, à un moment, on me disait, oui, la salade César à la cantine Enfa, elle est top. Et à Sidi Marouf, elle est un peu moins bonne. Ah, le burger à la cantine, il est top. Et le burger à Ziraoui, il est moins. Écoute, ça, c'est comment... Donc, je me suis dit, bon, il faut que je standardise tout ce bordel. Il va falloir que la salade César de Sidi Marouf soit la même. C'est normal, c'est la cantine, la cantine. C'est clair. La sauce César, ça doit être la même. Et puis, quand il y a un chef là-bas qui a
sauce César. Tu lui donnes la fiche technique et pourtant, c'est pas la même. Donc, il y a un problème, tu vois. Donc, je me suis dit, écoute, il me faut un labo. Ouais. Le labo, écoute, ça se faisait en France, c'était le début. J'entendais parler des labos. Écoute, un labo, c'est quoi? C'est une centrale de production, mais aussi d'achat. J'ai loué un laboratoire de 350 mètres carrés. L'idée, c'est quoi? C'est de créer une société. Okay? Chaque cantine, c'est une société. D'accord. Okay? Et j'ai créé une société, je l'ai appelée la centrale. L'idée, c'est quoi? C'est d'acheter de chez le fournisseur, de produire, d'en faire un produit fini, voire semi-fini, voire fini. Et qu'ensuite tu dispatches. Après, je dispatche. Tous les matins, il y a la petite camionnette qui arrivait et qui prenait. La veille, il y a la cantine en face qui demande à la centrale, je veux 3 kilos de poulet, je veux 4 kilos de tomates, je veux 5 kilos de ça. Donc, tu prends note et le lendemain, tu emballes tout ça et tu envoies à la cantine. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. J'ai commencé comme ça, sympa. Et je facturais. La boîte centrale facturait à la cantine 1 qui refacturait à la cantine. Bref. Donc, c'était pas mal. L'objectif atteint. Sympa, la salade César, c'est la mienne. Donc, il y a un 5e travail. C'est une 5e structure, tu vois. Ça commence à être un petit peu, ça commence à piquer. Ça commençait à piquer. Et pour être franc avec toi, je gagnais moins d'argent. Je gagnais beaucoup moins d'argent. Je gagnais beaucoup plus d'argent avec les deux qu'avec tout ce bordel-là maintenant. Parce que j'avais 5 stocks. Parce que j'avais 93 personnes. Parce que j'avais, dans les 93, j'en avais 15 connards. Tu vois, parce que j'avais 4 fois plus de factures à gérer, 4 fois plus de bons à réceptionner. Donc c'était du boulot. Il fallait structurer. Voilà, je suis arrivé à 5 ans ou 4 ans plus tard. Ah, t'as pas de structure. C'est pas que j'ai pas de structure, mais comme la cantine que je voulais, c'était quand même difficile. Avec cette structure que j'avais à ce moment-là. Et c'est normal, je me suis concentré sur tout sauf sur ça. Je me suis concentré sur le client. Je me suis concentré sur la marque. Je me suis concentré sur le service. Je me suis concentré sur l'image. Je voulais que... Et alhamdoulilah, je suis arrivé à ça. Je suis arrivé, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Je voulais que le client parle de la cantine comme étant le meilleur restaurant de midi. La meilleure salade César, le service parfait. Je voulais aller à la cantine et m'asseoir à la table 23 parce que c'est ma table. Tu vois, tous les serveurs savaient exactement ce que chacun mangeait à midi, ce qu'il avait aimé comme café, déca ou pas, avec le petit morceau. Oui, donc tu avais une sacrée proximité avec le client en fait. C'était ça. C'est un secret. Il faut l'avoir. Il faut avoir. Tu vois, le contact client était très important. Et sincèrement, quand tu arrives à la cantine à midi, tu disais bonjour un peu partout, quoi. À droite, à gauche. Tu avais, c'était ma cliente, tu voyais les mêmes têtes à chaque fois. Ma tranche d'âge, tu vois, la clientèle cantine, elle avait 30, 35, 28, 32, 35. Donc, c'était un peu ça. Donc, arrivé à un moment un peu difficile, tu sais, une trésor compliquée, qui est une flouze qui est trop. Mais pas dans ma poche. Non, mais qui est bzaf. Tu as compris? Bzaf flouze qui est trop, bzaf flouze qui est. Et tu as juste envie et tu as la tête dans le guidon. Tu es à fond. Tu as pas, samedi, en fait, dimanche, tu prends plus assez de recul, quoi. Tu prends pas. Et je me suis dit, putain, mais il faut que je prenne la hauteur, tu vois. Il faut que je me pose. Il faut que je me casse. Il faut que je me casse et que je prenne de la hauteur et que je vois tout en bas. Je suis dans une espèce d'hélicoptère et je vois ce qui se passe en bas. Parce que je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à voir ce qui se passait. Je ne savais pas par quoi commencer, tu vois. Parce que je te disais encore une fois, il faut ce qui est drôle, qui est drôle. Donc, il faut le بغيتي خصك تجلس. Il faut que tu t'arrêtes et que tu analyses ton truc. Tu t'arrêtes et tu analyses. Donc, je décide de fermer déjà la cantine Ziraoui. C'était un petit flop. Je me suis dit, mais un petit flop. Ça m'a pas coûté beaucoup d'argent. Pour être franc, c'était un bon deal. Je me suis dit, allez, essaye, ça marche pas. Au bout de 6 mois, je dis, j'arrête. Arrive le Covid. Le Covid. Le Covid, belle claque dans ta gueule. Écoute, le Covid, putain, je vais m'ouvrir à toi. Vas-y. À vous, je m'ouvre mais c'est pas grave, c'est cool. C'est le partage, c'est bien. Ça me fait du bien moi aussi de parler. Avant que tu fasses ce partage, ce que je remarque en fait depuis tout à l'heure, ce que tu dis, c'est que tu es vachement dans le don de toi.
tu donnes beaucoup aux personnes, que ce soit en termes de, tu vois, de générosité de ta personne, mais aussi, tu vois, quand tu me disais, il faut leur donner les salaires qu'il faut, etc. Ouais. Tu es beaucoup dans le don et c'est ce que tu t'apprêtes encore à faire maintenant aussi. C'est vrai, hein? Écoute, le Covid. Ouais. Donc arrive le Covid. Ah oui, j'ai 3 structures. La cantine en face Sidi Marouf et Socrate. J'ai le labo. OK. J'ai... Ouais, on est peut-être passé à 75, de 93, 75, 76. Parce qu'on a fermé Ziraoui. Un restaurant, ouais. On nous dit, tu fermes. Demain. Ouais. Mais écoute, moi, j'ai peut-être 150 000 ou 200 000 balles de stock. Tout autant. On était le 15. Ouais, on était le 15 mars. Ouais. J'ai 76 personnes à payer 15 jours. OK. Et je dois m'arrêter. Donc psychologiquement, c'est un peu compliqué, moi, déjà. Mais je dois m'arrêter. Je l'ai pris. Moi, je l'ai bien pris. Mais si je l'ai bien pris. T'as peut-être positivé un peu. Je me suis dit, écoute, tout le C'est monde. comme ça. C'est tout le monde. Ça fait tout le monde. Rentre chez toi. Ouais. Rentre chez toi. Ben oui, Ouais. rentre chez toi. Écoute, rentre chez toi. Qu'est-ce que je fais? Je paye les 15 jours. Ouais. Je paye les 15 jours. J'ai le Benadem. Parce que je sais que Benadem, c'est pas possible. Je paye 15 jours. Je ferme. Je me barre. J'attends. Bah écoute, tu n'as rien à faire. Hein. Tu payes, tu commences à discuter avec ton équipe. Nelly, qui fait Bon, on verra. Peut-être dans une semaine, ils vont dire, peut-être dans 15 jours. Ouais, c'est vrai que ça dure 3 mois. Ouais, on savait pas. Ça dure 3 mois. Ouais. Ça dure 3 mois. On s'était fait un challenge avec la cantine. Tout le monde cra. Tout le monde, et moi le premier. J'ai commencé moi. Et j'ai envoyé sur le groupe de... Bon, on est peut-être une dizaine. Le groupe de la cantine family. J'envoie ma tête rasée. Et tout le monde a suivi. Mais tout le monde. Ouais. Je crois qu'il y en avait 60 qui se sont rasés le crâne. Donc, ils se rasent le crâne. On se rase le crâne. Et puis, on attend. On attend. Et moi, je mûris l'idée. Ah non, mais je t'ai pas dit quelque chose. En 2019, j'ouvre Nikkei. Ah, c'est d'accord. très Donc important, ça. c'était avant le Mais Covid. oui, alors je t'explique. Ok. Le labo, Ouais. il fonctionne. Ouais. Donc avant Ouais. le Covid. Le labo, je fonctionne, la centrale, j'achète, je vends aux entreprises, je vends aux points de vente. Ouais. Très bien. Par contre, à 18h, 19h, Il se passe plus rien. il se passe plus rien. Ouais. Haram. Ouais. Tu loues, le soir, tu fais rien. J'ai dit, allez, on va monter un petit concept. On monte quoi? Le Jap. Il y avait qui? Il y avait Nori. Il y avait Japi. Il y avait Kyotori. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, Kyotori, c'était mort. Ah ouais, ok. Bah, Kyotori, c'était... Je te parle du japonais sympa, de la tranche d'âge, où tu mangeais à 200, 250 balles par personne. Bon, Nori, c'était 500. Japi, il avait une petite réputation un peu plus chère, mais il était très bon, sincèrement. Écoute, je me dis, écoute, je me lance dans le sushi. Parce que j'avais envie. Et puis c'est luxe, c'est haut de gamme, ça me plaît. Je vais pas me lancer dans la sandwich, tu vois. Parce qu'on m'a reproché, bref. Pourquoi tu fais pas pour Cheb? Non. Bref, c'était une parenthèse. Ouais. Donc je me lance dans le haut. J'aime bien. Moi j'aime bien les choses sympas. Ouais. J'aime bien. Donc le sushi. Je fais le sushi. Comment je fais le sushi? Écoute, j'ai monté le sushi de A à Z. Hein. De A à Z, putain. Écoute, j'ai fait comme tout le monde ferait, tu vois. Tu vas voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Pas au Maroc, hein, parce que Nori, Japi, c'est pas du tout, je me suis pas du tout inspiré. Il ne faisait rien de spécial, tu vois. Nikkei, j'ai voulu que ça soit vraiment différent. Donc, Nikkei, ça a toujours été en livraison, t'as jamais eu de restaurant. Justement. Pourquoi en livraison? Parce que c'est choses clés, comme ils disent. Ouais. Moi, le loyer, il est payé. Personnel, il est là. Je vais rajouter un petit peu de personnel sushi. Par contre, la femme de ménage, c'est toujours la même. Le mec qui est à la porte, c'est toujours le même. T'as pas de coût en voilà, plus, je me suis dit, je vais amortir un petit peu les charges. Mais c'était ça l'idée. Tu sais pourquoi arriver Nikkei? Parce que je commençais à être serré niveau trésor. Parce qu'il fallait arranger la situation. Il fallait augmenter le chiffre ou baisser les charges. Je ne pouvais pas baisser les charges, il fallait augmenter le chiffre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter un autre concept. Et ce concept-là, je me suis dit, livraison, je ne charge pas beaucoup. Essaye de faire les choses bien. Donc, je commence. Si tu veux qu'on rentre dans le détail, on peut. Mais en gros, je fais mon petit business plan, mon petit menu. Qu'est-ce que je fais? Comment? Pourquoi? Je vois les prix un petit peu sur le marché. J'essaye de faire haut de gamme. En fait, j'ai fait des fiches techniques et je me suis rendu compte à quel point on se gavait, quoi. Le Jap au Maroc, il se gavait. C'était excessivement cher.
excessivement cher. Et il y a d'autres restaurateurs, d'autres sushis qui étaient plutôt corrects. Bah, je me suis dit, attends, avec le correct, tu gagnes beaucoup. Et en plus, pour les gens, tu vas être haut de gamme avec le prix du correct. Ah, écoute, c'est le bon plan, ça. Ouais. Donc, gagnant. j'ai fait ça. J'ai essayé de faire un sushi haut de gamme, concurrencer ceux qui étaient in the place à l'époque, de les dépasser. C'était l'idée. Par ma bouffe, par mon service client. Parce que le téléphone, c'était que ça. Moi, à la cantine, j'avais le toucher, j'avais Sidi Moulay, ça va, tu vas bien. Et à la cantine, à Nikkei, il n'y avait pas ça, il y avait le téléphone. Eh bien, écoute, 6 mois, midi soir, c'est moi qui répondais. Ok. Mais vraiment, 6 mois, midi soir. Et tu prenais les commandes. C'est moi qui répondais. Personne ne touche le téléphone. Ok. Et je connaissais mon menu par cœur. Bref, j'ai mangé Nikkei, tu vois. Au vrai sens du terme, mais j'ai bouffé du Nikkei, tu vois. Mais, donc voilà, j'ai fait ma place. Boum. Sincèrement, je le dis avec toute modestie, en 6 mois, je suis rentré c'est vrai, avec eux, dans le ring, avec toute légitimité et tout normal. Tu vois, c'est un marché, il y a des parts, tu prends. Tu rentres et tu essaies de prendre le maximum. C'est logique, c'est la loi. C'est la loi et les règles du jeu. Exactement. Donc voilà. J'avais oublié Nikkei. Donc Nikkei marche plutôt bien, alhamdoulilah, ça bosse. On fait du bon taf, un bon packaging, un service client sympa. Contrairement à ce qui se fait, c'est ça un petit peu l'atout. Et puis c'est bon, et puis c'est pas plus cher que les autres. C'est moins cher. C'est moins même. cher, ouais. Donc voilà, bien. Arrive le Covid. Arrive le Covid, je te dis, on arrête, on se casse, 6 mois, 2, 3 mois. Nikkei aussi, du coup. Bah oui, tout forcément, tout fermé. Tout fermé. Tu sais, parfois j'ai de la mémoire courte sur certaines choses, tu vois, donc je vais essayer de... C'était très intense. Tu sais, de la période de ma vie, elle était très intense. Et moi, j'ai tendance à... Les mauvais souvenirs, je les zappe. Ok. Je les zappe, je te jure. Je les zappe. Les mauvais souvenirs, ils n'ont pas resté dans ma tête. Ça ne me sert à rien. C'est nul, tu vois. Donc, je les zappe. Donc, bon. Donc 3 mois, le gouvernement, du jour au lendemain, ouvrez. Ok. Alors, écoute, c'est très simple. Si j'ouvre, Rita, j'ai 3 mois de loyer, 4 points de vente. On parle de 200 000 balles. Si j'ouvre, j'ai 3-4 mois, je paie mes fournisseurs à 3 mois. Donc j'ai fermé le 15 mars. Moi, je n'ai pas payé 15 novembre, 15 décembre. Non, 15 janvier, 15 février, 15 mars. Et on parle de un gros chiffre aussi. Donc j'ai les 3 mois de loyer, j'ai les 3 mois de fournisseurs à payer. Est-ce que j'ai de l'argent ? Non. J'ai tout claqué. J'ai donné 15 jours aux employés. On m'a dit que j'ai 2000 dirhams. Ceux qui ne sont pas déclarés, parce qu'effectivement, il y en a qui ne sont pas encore déclarés, ceux qui rentrent chez toi au bout de 2 mois, 3 mois. Il y en a aussi qui, j'ai des extras, moi, qui bossent comme ça, tu vois, c'est un fait. Je les ai indemnisés aussi, tu vois, pendant les 3 mois. Quand je gagnais 1000 dirhams, je faisais mon maximum. Parce que moi, j'étais chez moi, j'étais dans mon petit chez moi, sympathique, avec ma femme, mes enfants. Eux, et ça, c'est un fait. Les gens mettent au besoin. 2000 dirhams, walou, tu vois. Donc, عطيتهم شويه كاين اللي جا عندي مسكين حتى للدار سي ابراهيم على فكره ما عنديش باش نوكل بنتي. Donc tu donnes. Mais même moi, je suis allé chez mon père. À un moment, je lui dis papa, t'as 50 000, je suis mort, j'ai plus rien. Mais c'est vrai. Au bout de 2 mois et demi, je suis allé chez mon père et je lui dis papa, j'ai rien. Mais en fait, quand on n'est pas dans le domaine de la restauration, on se rend pas forcément compte à quel point c'était difficile pour vous en fait. Mais bien sûr. Parce que nous, on vit du chiffre d'affaires quotidien. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? En fait, quand t'as plus rien pendant 3 mois, tu peux plus d'argent, quoi. La restauration, si tu fermes 3-4 jours, tu peux mourir. Si tu es gros, si tu as de grosses structures. C'est-à-dire que je ne parle pas de hanout, ou là je te parle d'un petit restaurant. Je te parle quand tu commences à devenir plutôt gros, quand tu commences à avoir 90 personnes, tu commences à avoir 4 loyers, 3 jours, 4 jours, 5 jours, t'es cuit. T'es cuit. Les jours fériés, ça me saoule, moi. Les jours fériés me saoulent. Parce que ça te chamboule. Ça te chamboule. Tu fais ton calcul sur 30 jours. Tu as 3 jours, 4 jours fériés, c'est chiant. C'est très chiant.
Ça a un gros impact. Donc, on nous dit d'ouvrir. Et moi, j'ai mûri l'idée. Moi, si j'ai passé 1 mois et demi ou 2 mois confiné, après, je commence à me dire, nickel, bon plan. J'ai vu, ça fait un putain de chiffre, c'est bien, les charges sont très minimes. C'est un bon plan. Écoute, j'ai pas de loyer. Ouais. Parce que je loue un local, un petit loyer. Écoute, tu loues un petit loyer et tu fais un gros chiffre. Tu n'as pas de serveur, tu n'as pas de serveur de continu, serveur du soir, la femme de ménage du matin, la femme de ménage du soir, le chef du matin, le chef du soir. Mais tu n'as pas l'électricité. Tu as beaucoup moins de charges. Mais oui, je suis en train de dire des choses qui semblent aujourd'hui logiques, alors mais ça ne l'était pas avant. Forcément. Aujourd'hui, tout le monde a lancé la Dark Kitchen. Tu vois le nombre de Dark Kitchen qui ouvrent. Mais on a été parmi les premiers. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense que j'ai été le premier à prendre la vague. Je l'ai pris, mais moi, j'ai décidé avant la fin du confinement. Mais du coup, tu connaissais les Dark Kitchen ou pas? Parce que ça existait en France, j'imagine, ailleurs. Non, mais sincèrement, c'est pas que je connaissais. On a tous... moi, je me rappelais, à Paris, il y avait Allo Hector. J'appelais ça à 4h du matin. Il venait, il avait des sandwichs. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Pas du tout comme aujourd'hui. Tu vois? Donc aujourd'hui, ça a pris une sacrée ampleur. Donc je décide avant d'ouvrir. Avant qu'on nous dise ouvrez, j'ai décidé que j'allais fermer. J'allais faire. On m'a pris pour un fou, ma famille, on m'a dit Brahim, tu es complètement malade, qu'est-ce que tu fais? Ma femme me disait si tu y crois, vas-y. Mais on m'a pris. Qui fais-je? Tu vas fermer la cantine enfin? Oui, mais tu es malade. Oui, je vais fermer. Je vais fermer, mais ça bossait à Sabi. Non, mec, il y a 2 ans qui arrivent là, ça va être la cata. Tu vas voir. Je vais réouvrir pour refermer, mais c'est pire. C'est pire. Tu dois engager un montant impressionnant pour ouvrir et on va te dire dans 2 mois referme. C'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui s'est passé. Sûr, les gens ouverts, fermés. Alors les gens se sont pendus. Ils ont des crédits à ne pas en finir maintenant. J'ai 0 crédit. Ça fait salit. J'ai Covid, tout le monde. Et je me suis assis à table avec tout le monde. Le locataire de la cantine 1, le locataire de la cantine 2, le locataire de la cantine 3, les personnels. Et je me suis dit, chauffe. Covid. Covid. Je ferme. J'ai plus de thunes. Je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, y a tous les scénarios. Il y a mon fonds de commerce, j'ai dit fuck. Un des fonds de commerce où j'aurais pu empocher, j'ai dit allez, tu sais quoi, tu me dis j'annule, je te dis j'annule et on ferme. Il y a l'autre, j'ai donné un petit quelque chose pour 1 mois sur les 3. Il y en a un autre, j'ai rien donné, il m'a dit c'est ou le dit Allah. Et il y a écoute les serveurs. Les serveurs de toutes les cantines, les trucs de tout hada. Moi j'allais réouvrir. Quelle était l'idée? L'idée c'est de reprendre la cantine de toutes les cantines et de la mettre au labo. En fait, j'allais lancer le semblant de Nikkei en cantine. J'allais fermer les points de vente physiques et j'allais me lancer dans la livraison pour la cantine. Et Dieu sait que c'était un monde, parce que la cantine, je faisais de la livraison avant, mais c'était 20% de mon chiffre d'affaires. Et 80% de mon chiffre d'affaires à la cantine, c'était sur place. Donc, va récupérer 20%, c'est pas grand-chose. Est-ce que tu vas arriver à 100% ou pas? Quel travail il te faut? Donc, il y avait un gros travail à faire. C'est ce que j'ai fait. Je me suis assis à table à tout le monde. Personnel qui a dit سيدي شنو بغيتي كيفاش علاش اللي حل عليا فمو قلت له اوكي sincèrement tout le monde on s'est embrassé, on s'est dit putain mec écoute c'est comme ça tu vois. Et crois-moi que du coup sur toutes ces personnes là tu as dû en licencier, c'est ça? J'ai licencié quelques-uns, j'ai récupéré quelques-uns, je me suis assis à table et négocié à l'amiable avec d'autres. On parle franchement Et il y en a d'autres avec qui j'ai négocié et qui sont revenus 6 mois plus tard quand j'ai repris l'activité. J'ai eu besoin de recruter parce qu'on est passé de 77 à 33. J'ai réouvert moi au labo avec 33 personnes. L'administration 2-3 personnes, mes gérants bien sûr, les sous-gérants, écoute les chefs de cuisine, tu fais vite le tour. Mais après tous les commis de cuisine et ados, j'en avais pas besoin, tu vois, forcément. Mais tout le monde est parti content, plus ou moins. Personne va être content. Il y en a qui ont perdu leur job, ils aiment beaucoup la cantine, donc. Mais c'est comme ça. C'est ça, exactement. Je l'ai pas voulu.
وكل شيء قبلها tu vois il n'y a pas eu d'animosité en tout cas. Il y a eu بالعكس الحلاوه. Je fais des événements aujourd'hui, je rappelle tous mes serveurs كل شيء كيجي avec grand plaisir. Les extras, tu vois, je les rappelle, on a gardé un bon quand on les revoit, quand je les revois aujourd'hui, le sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, il n'y a pas d'animosité. Non, au contraire, ils l'ont accepté. Après, l'approche aussi a été bonne. Il faut, je les ai pas, j'ai pas mis un coup de pied au cul. Je leur ai dit allez les gars, ciao. Non, chauffe de l'humain dans tout. L'entrepreneuriat, c'est de l'humain. Donc voilà. Okay. Donc du coup, tu as lancé la cantine en livraison avec Nikkei. Et après D'accord. Ensuite, écoute, là, on est sur un nouveau modèle. Ouais. On est sur une dark kitchen. Une dark kitchen, par définition, de concept, c'est pas une dark kitchen, tu vois. Moi, l'idée, je me suis dit, écoute, je veux qu'une famille de 6 personnes, un dimanche, la mère, elle veut une salade, le père, il veut un burger, le fils, il veut une pizza, la petite fille, elle veut un sushi. Je veux être la personne qui va leur livrer tout. C'était ça l'idée de base. Okay. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, Nikkei, écoute, c'est reparti de plus belle parce que c'était déjà Nikkei avant le Covid. Les gens, ma base de données clients, c'était la même. Ouais. Ils avaient leur habitude. Donc, Nikkei, la cantine, non. Il fallait faire un gros travail. D'ailleurs, c'était Nikkei, la cantine 2.0. Tu sais, il y avait une refonte graphique. J'ai un gros travail de Hnia, ma sœur. Hnia m'a beaucoup aidé dans tout ça. Tu sais, une agence de com, c'est très, très important. Parce que l'identité de la marque, l'identité, elle ne fait que se développer, elle grandit aussi, elle mûrit. Tu sais, moi je disais la cantine avant c'était une petite fille, aujourd'hui c'est une femme, c'est une belle femme, tu vois. Mais avant je me rappelais, je disais ouais, c'est une fille qui aime bien manger. Ben, maintenant je parle plus comme ça. Maintenant la cantine c'est une femme avec ses enfants, tu vois. Et elle a eu des hauts, des voilà, bas. Exactement. Elle est voilà, c'est l'identité. Tu vois, qui est la cantine? Qu'est-ce que la cantine? Et au fond, la cantine et tout ça, c'est moi. Sincèrement, je dis c'est une femme. Mais au final, c'est moi. Mon business, c'est moi. Je fais en sorte à ce que mes concepts me ressemblent. Dans tout. Comment répondre au téléphone, comme je disais tout à l'heure. Comment parler. Quel packaging envoyer. Ça, c'est toi qui fais tout? Ah, c'est moi. Ah, c'est sûr. Ah, et même les recettes, du coup, j'imagine que c'est toi qui lance les briefs. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il n'y a que moi. Enfin, après, il y a d'autres boss ou d'autres patrons qui te disent « Ouais, ramenez-moi le meilleur. Tiens, va me former mon équipe. » C'est pas l'idée. Moi, tu veux avoir ta patte, en fait, et ton empreinte dans tout ce que tu fais. Ma patte, moi, j'ai ramené... Par exemple, moi, j'étais en mission là, pendant 2 mois avec un chef. La nouvelle carte Nikkei, elle va être pour le 1er mars. Okay. C'est une vraie carte. Une vraie nouvelle carte. C'est From Japan to Peru. En vérité, Nikkei, ça a été créé et ça s'est appelé Nikkei parce que Nikkei, c'est la cuisine fusion péruvienne et japonaise. D'accord. J'ai commencé avec le japonais, mais tout en ayant derrière la tête l'idée qu'un jour arrivera le péruvien. Qu'est-ce que le péruvien? En fait, le péruvien, bon, c'est les ceviches, c'est les tiraditos, mais c'est beaucoup les sauces. Au fait, aujourd'hui, la nouvelle carte sera une cuisine japonaise cuisinée. Quand tu manges sushi, tu te rends pas compte, mais enfin c'est vrai, quand on mange sushi, on mange pas quelque chose de cuisiné, on mange quelque chose de monté. On met de l'avocat, du saumon, du riz, on monte le tout, on met une petite pointe de sauce ou là de mayonnaise épicée ou là, et c'est ça le sushi ici. Et moi avec Nikkei, la première carte, effectivement, il y avait un peu de cuisine. Je mélangeais un peu le litchi avec la crevette. Je mélangeais. J'ai fait pas mal de petites mélanges et on m'a dit que ça plaisait plutôt pas mal. Aujourd'hui, je vais ramener la vraie cuisine. Quelque chose, on va passer on va allumer le feu. Tu vois, on va allumer le feu. Les 6 feux vont être allumés, la cuisine, la casserole va tourner, la poêle va tourner dans le sushi. Donc magnifique. Ça, c'est cool. Tu vois. Ok, super. Donc c'est une parenthèse. Donc oui, ma pâte, moi j'aime la faire. Après, le chef, je l'ai ramené et il m'a dit oui, on va faire ci, ça. J'ai dit non, on va faire déjà. Pas tu vas faire, on va faire. Donc il va me dire voilà comme ça. Il va me dire non, mais ça se fait comme ça. La soupe Alaska, c'est ça. Je dis oui, d'accord, très bien. La soupe Alaska, c'est ça. Mais moi, je veux ma Alaska. Je veux ma soupe Alaska. Voilà, je veux la mienne. Ouais. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as 5 enseignes, c'est ça? 5 marques? 5. Tu as de l'Asiate, beaucoup d'Asiate. Écoute, il y a eu la cantine, puis Nikkei, puis The Burger Joint, le burger,
Ensuite, tu as eu Banoï, Après, bao. Bao. Les pains bao, c'est des petits pains à vapeur farcis. Ouais. Crevettes, poulet, saumon, thon rouge. C'est sympa, ça C'est se quelle mange sur cuisine, le ça pouce. Écoute, c'est chinois, vietnamien. Ok. C'est des petits plaisirs. Moi, j'appelle pas ça vraiment un concept. C'est un petit kiff. Ok. C'est un petit concept. Tu vois, c'est un petit concept d'ailleurs qui a été créé parce que j'ai lancé les bao dans. C'est une petite catégorie dans Nikkei. D'accord. Et ça cartonnait. J'avais bao gambas Donc, et t'en as bao, fait un bao concept, chicken. ok. Et je me suis dit, bon, bah, si ça plaît bao chicken, bao gambas, il faut bao saumon, bao thon et bao. Et donc, j'ai lancé bao. Ouais. Et j'appelais ça bao and more parce Ouais. que j'avais aussi les dim sum et les gyoza, la cantine F Nikkei. Et j'ai fait une carte dim sum et gyoza. Ok. Épinards, chèvre, ricotta. J'ai mes betteraves, chèvre, miel et noix. C'est pas mal aussi. J'ai mes bœufs menthe. Donc, j'ai créé des petites. Donc, c'est pour ça bao and more. Ok. Et dernièrement, on a lancé Banoï. Mm. Banoï, cuisine indo-chinoise. Ça, c'est vraiment une cuisine. Écoute, il y a beaucoup de créa aussi. On est parti sur un asiate qu'on peut trouver un petit peu partout. J'ai appelé ça les incontournables. C'est une catégorie. Donc, le pad thai, le fried rice, les nouilles, le curry rouge et le curry vert. Ça, c'est les incontournables. C'est ce que tu vas trouver un petit peu partout. Ensuite, j'ai appelé les wok signature. Donc, c'est des wok. C'est des plats sur le wok. Le bœuf brocoli, le bœuf barbecue, le poulet cajou, le poulet caramel. Et après, il y a les plats signature. Ça, c'est moi. C'est un saumon lait de coco avec ananas mangue et litchi. C'est un canard à l'orange. C'est bon, voilà. C'est 4-5 petits plats signature à moi. Donc voilà, toujours ma petite touche. Et puis des entrées, des croustillants chinois, des raviolis vapeur, des dim sum toujours, la salade bœuf thaï. Et du coup, est-ce que c'est une volonté de ta part de lancer beaucoup de cuisine asiatique ou non, c'est juste venu comme ça au fur et à mesure? Mais tu sais, le japonais, c'est asiatique, oui. Mais pour moi, c'est pas pareil. Le Jap, c'est tout seul. Après, tu as... Oui, l'asiatique. Non, pour moi, j'ai un asiatique, c'est Banoï. Ok. Sincèrement. Le Jap, c'est japonais, tu vois. Okay. C'est du sushi. Ça marche. Après, non, les autres cuisines arrivent. Il y a l'italien qui arrive. Ouais, génial. Et il y a bientôt Coco Bar, un bar à poké. Oh, Coco génial. Okay. Bar et à donc, poké. du coup, ça, c'est deux autres marques. Oui. Ok, cool. Toujours sur la cantine familiale. Alors, du coup, j'ai une autre question. On a bientôt fini l'interview, mais j'ai une autre question, du coup, sur la cantine, sur ta vie un peu de restaurateur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien? Parce que je pense que, et notamment donc, du coup, avant le Covid, tu avais un quotidien qui était hyper chargé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Comment est-ce que tu as certaines journées où tu fais certaines choses, d'autres journées où tu en fais d'autres? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, le quotidien est différent, mais il est encore plus chargé. Ok. Parce qu'il est chargé. Tu sais, on grossit, on grandit. Les problèmes sont différents maintenant. Les problèmes de base, c'est vrai, je les ai plus. Parce que tu les as réglés, problèmes tu as basiques, appris. je les ai réglés. Et puis, ils n'y sont même plus. Les petits problèmes, je ne les vois même plus. Et ça serait stupide de ma part, après 7 ans d'expérience, d'avoir des petits problèmes. Maintenant, les problèmes sont différents, sont plus gros. On parle aujourd'hui de strates. On parle aujourd'hui de budget. On parle aujourd'hui de... En fait, ce que je ne faisais pas et que je fais aujourd'hui, c'est déléguer. Aujourd'hui, je délègue. Je délègue beaucoup. Je délègue beaucoup, mais parce que je sais que devant moi, il est capable. Alors avant, je savais qu'il n'était pas capable. Je savais qu'il n'y avait que moi qui pouvais faire cette tâche-là mieux que les autres. Aujourd'hui, j'ai appris à déléguer. Et on apprend à déléguer. C'est pas facile de déléguer. Surtout son bébé. Surtout son bébé. T'as du mal à le confier à quelqu'un. C'est mort. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu confies pas ton bébé à n'importe quel nounou. Bien sûr. Donc aujourd'hui, mon quotidien, écoute, avant, mon quotidien est encore plus chargé. Il est encore plus chargé parce qu'il y a 5 concepts, parce qu'il y a 2 menus par an, parce qu'il y a des shootings à longueur de temps, il y a du nouveau, et puis il faut développer. Moi, j'aime développer. Je n'ai pas envie que mon quotidien ne ressemble à rien, justement. Si mon quotidien, j'ai rien à faire, ça va me saouler. C'est que je dois changer de choses. Mais aujourd'hui, écoute, je fais mon sport tous les matins, de 9h à 10h. Je rentre chez moi, je me douche. Ensuite, je vais au taf. Alors, s'il y a bien des horaires où je suis au taf, c'est bien de 10h30 à 16h. Ça, c'est sûr. Ça, du coup, tu as un service de... Vous commencez à quelle heure? Pardon. 11h30, on commence le service. Ok, jusqu'à 15h, j'imagine. Écoute, le service est continu. Moi, je fais 11h, 23h. Non. Moi, le service, c'est 11h, 23h. Maintenant, de 16h à 19h, c'est plutôt calme.
ok, mais c'est ouvert. Mhm. Et de 19h à 23h, c'est le deuxième coup de feu. Et donc toi, tu y retournes à ce moment-là? Écoute, non, pour Pas être franc avec forcément. toi, je suis là 2 fois par semaine. Ok. 2 fois par semaine, je reviens. Maintenant, j'ai des enfants, je dois rentrer voir mes petites filles. Elles dorment à 19h30. Donc, il faut se donner un peu de temps pour soi. Et puis aujourd'hui, j'ai une équipe. Et Qu'est-ce comme que tu je... délègues un peu plus, ça te laisse un Voilà, petit et peu plus de puis temps. encore heureux qu'ils fassent ce travail. C'est pas à moi de le faire, tu vois. C'est à eux. Ils sont bien payés. Ils sont là pour ça. Tu les as formés. Et je les ai formés suffisamment. Donc, et ils ont intérêt à le faire bien. Ouais. Et puis, je vais être franc avec toi. J'ai fait en sorte à ce que le retour client soit à portée de main. L'Instagram de tous mes concepts, il est là, tu le vois, il est sur mon téléphone. Je fais en sorte à ce que les gens m'écrivent, parlent. J'ai un WhatsApp business où le moindre problème, écoute. T'es là pour répondre. Et chauffe. Tout se sait. Mm. Tout se sait. Tout se sait. Le moindre problème se sait. On a un groupe WhatsApp où je transmets aux gars, voilà, problème X, problème Y, merci de me le régler. Il le règle dans la minute, dans l'heure, dans la journée. Mais en tout cas, il est réglé. Le client aime ça, adore ça. Et c'est normal. Je me mets à la place du client. Tu sais, quand je dois régler une situation, je me dis, à sa place, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? Eh bien, écoute, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est exactement ce que je fais. Voilà, s'il faut l'appeler, s'il faut le rembourser, s'il faut le chouchouter, s'il faut lui dire... tu le fais. Tu le fais, tu le fais. Et quoi qu'il en coûte. Donc voilà, ma journée, c'est ça. Ensuite, j'essaie de me prendre un day off, sincèrement. Chose que je n'ai pas Parce avant. Que du coup, vous êtes ouvert 7 jours sur 7. Ouais. Je me prends le samedi. Le samedi, je me l'impose. Ils savent qu'il ne faut pas m'appeler, il ne faut pas me déranger. Parce que si tu me déranges, je viens. Si tu me dis ce qui se passe et qu'il y a un problème, ben, je vais venir. Évitez de me le dire. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu mes journées. Ok. Cool. Alors, du coup, là, on arrive vraiment à la fin de l'interview. J'ai encore 3 petites questions à te poser. La première, ce serait, quel est ton motto? Une phrase qui te drive au quotidien? Quelque chose vraiment qui te caractérise et qui te motive tous les jours. L'excellence, c'est l'expérience. Et EST? Non, oui, EST. Ouais. L'expérience, c'est l'expérience. Je vise l'excellence constamment et il y a parfois un frein. Tu te dis, écoute, ce que je veux faire, tu ne peux pas le payer, tu ne peux pas y arriver, c'est que l'expérience. Il y a des niveaux que tu peux atteindre que par l'expérience. Et il y a aussi une autre phrase que j'aime, c'est laisser le temps au temps. Et ça revient au même. Ça rejoint l'expérience. Le Brahim aujourd'hui, ce n'est pas Brahim d'hier, n'est pas Brahim d'avant-hier, et il ne sera pas le Brahim de demain. Pourquoi? Parce qu'il a une journée de plus. Et une journée de plus, quand tu bosses, quand tu te donnes à fond, quand tu poses ton cœur, le retour sur investissement est énorme. 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 Tu ne peux que gagner. Tu ne peux que t'améliorer, tu ne peux que faire plus de chiffres, tu ne peux que avoir un client plus satisfait. Donc, en fait, tu grandis et ton entreprise grandit avec exactement. toi. Ok. Ou rabah ou rabah. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ça fait un j'avais peu compris. Mais rabah ou rabah. Mais je te jure, tu ne peux pas gagner seul. C'est mort. Et si tu fais gagner avec toi, tu vas gagner. Tu ne peux pas gagner seul. C'est mort. Moi, j'aime aussi faire gagner, donc ça me va. C'est naturel. J'aime bien. Ok. Si on veut te contacter. Pardon? Si on veut te contacter. Est-ce que tu as une adresse mail ou Je sais pas, si on a des questions à te poser ou j'en sais rien. Écoute, j'ai avec plaisir. Ou avec Insta. Oui, Instagram, tu mettras sur le... Je te taguerai. Tu me tagueras avec grand plaisir. Ok. Avec grand plaisir. Ok, et du coup, ma dernière question, qui est-ce que tu aimerais écouter sur ce podcast? Qu'est-ce que j'aimerais écouter? Une personne que je pourrais inviter, qui pourrait partager son expérience. Écoute, ma sœur. Ouais, ok. Enia, c'est quelqu'un de très inspirant. Enia, c'est un vrai monstre. C'est un vrai monstre de personnalité, d'amour, de partage. Enia, c'est quelqu'un qui a le plus gros des cœurs. C'est quelqu'un d'ambitieux. Elle aussi, elle a un parcours. Enia aussi, elle a la tête d'une boîte qui est pas mal, tu vois. Elle a monté ça toute seule aussi. Donc voilà. C'est une entrepreneur aussi. Je ne sais pas si tu veux plein d'entrepreneurs, mais en tout cas, Enia, moi, c'est ma sœur, c'est ma jumelle. Mais c'est vrai que. Après, si tu peux me ressusciter Michael Jackson, je veux bien. Je dirais pas non plus. Ok, super. Merci beaucoup, Brahim. Merci à toi. Et bonne Merci continuation. Beaucoup. À très bientôt. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.